Bienvenue sur Oser Marketer, le podcast qui t'aide à oser, à créer et à te faire évoluer chaque jour. Que tu fasses tes premiers pas dans le marketing ou que tu sois un expert aguerri, tu trouveras ici des actions concrètes à intégrer à ta stratégie digitale. Je suis Manon Roch, cofondatrice de l'agence UGC Cosmi. Ma volonté est d'avoir une approche novatrice en vulgarisant la création de contenu. Ta marque mérite de briller. Alors, es-tu prêt à oser ? Hello la team podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Marketer. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Student Pop avec le fondateur, Ouriel. Comment vas-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Ça va, un petit peu malade, mais très content d'être là. Donc moi, c'est Ouriel, je suis cofondateur de Student Pop, qu'on a créé depuis 7 ans et je vais vous raconter tout ça. Ouais, bah écoute, raconte-nous déjà pourquoi tu as eu l'idée de lancer Student Pop, quel a été le besoin sur le marché quand tu as lancé Student Pop ? Alors, donc pour ceux qui connaissent pas trop Student Pop, on accompagne les étudiants dans leur recherche de boulot étudiant. Et avec mes associés, on avait déjà monté une première start-up, on avait déjà bossé avec des étudiants et on se rappelait un peu nos galères pour trouver des jobs étudiants. Je crois que tu as pas mal d'expérience là-dessus. Je me rappelais aller avec mon CV de magasin en magasin, me prendre des bâches. Je me rappelais devoir mentir sur ma première expérience de serveur pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Mes associés se racontaient comment ils avaient travaillé pendant 1 mois, ils n'avaient pas été payés à la fin. Et donc voilà, on s'est dit, il y a un truc à faire, on veut révolutionner tout ça pour que les étudiants ils se sentent respectés. Et s'ils se sentent respectés, ils vont se donner à fond et on va éclater le business. Bah écoute, j'avais exactement le même retour d'expérience que toi parce que moi, pour la petite histoire, j'ai utilisé Student Pop il y a de ça, je pense, 5-6 ans quand j'étais encore étudiante. Du coup, bah pareil, je galérais un petit peu, il fallait que je paye mon loyer pour avoir de l'argent aussi pour sortir, etc. Je voulais pas demander forcément à mes parents. Donc du coup, j'ai par un ami connu Student Pop, j'ai essayé la plateforme, je l'ai utilisée pendant je pense 2-3 ans. J'avais soit des missions ponctuelles, soit des missions assez récurrentes avec certaines marques et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on a la flexibilité, c'est-à-dire que je pouvais faire des jobs en dehors de mes cours sans qu'il y ait trop de contraintes parce que je pouvais aussi quand même sortir avec mes amis donc c'était plutôt cool. Si j'avais envie de stopper parce que je prenais des vacances, je pouvais mettre aussi en mode off donc c'était plutôt sympa et les rémunérations étaient aussi plutôt intéressantes. On était je crois à mon époque 12-13 € de l'heure donc c'était plutôt intéressant. Là je sais que ça a augmenté aussi depuis. Donc vous aviez déjà cette problématique. Aujourd'hui il y a encore des étudiants qui ont cette problématique donc comment vous répondez à ce besoin de la part des étudiants ? Tu vois, je crois que c'est ça qui est génial de travailler avec toi, c'est que tu as déjà tout dit. Tu sais le dire devant une caméra. Ouais, ce problème du job étudiant, alors c'est sûr que avec Internet, avec une app, on arrive à rendre les choses beaucoup plus accessibles pour tous, on arrive à faire cette mise en relation. Après, il y avait plein d'autres challenges, c'est-à-dire que tu le vis aussi au quotidien, les marques, les entreprises, elles ont envie de travailler avec des étudiants. Les étudiants, c'est frais, ça a envie de découvrir, ça représente la jeunesse, les marques elles ont envie de s'identifier avec cette jeunesse, mais en même temps les marques elles font pas forcément confiance aux étudiants, c'est-à-dire qu'elles se disent les étudiants ils vont pas se réveiller le matin, ils ont pas forcément d'expérience, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce que tout ça, donc au-delà de la mise en relation pour que ce soit simple pour les étudiants de trouver un job étudiant, il a fallu ensuite convaincre les entreprises que les étudiants, ils sont charmés. Et en fait, les étudiants, ils sont partout, ils font un boulot de folie, ils comprennent le monde d'aujourd'hui, ils savent accompagner les marques, mais voilà, il fallait construire cette confiance et ça a été notre gros challenge au début de Student Pop. Donc en fait, si je comprends bien, il faut nuancer le fait que les étudiants n'aient pas d'expérience, mais à côté, ils sont déter et ils ont plein de dynamique, etc. Vous, comment vous le mettez en lumière via une application du coup ? Comment tu convaincs les marques justement qu'un étudiant, ça peut les aider justement à retrouver un petit peu cette fraîcheur qu'ils ont moins avec d'autres profils et qu'on a quand même une certaine crédibilité avec les étudiants, ils sont quand même réactifs, ponctuels, etc. Donc comment vous avez réussi à faire ça ? Donc ça a été tout le challenge et la première chose c'est qu'on n'est pas que dans le digital. Déjà tous les étudiants qui travaillent avec nous, on les rencontre en entretien individuel et donc on crée vis-à-vis des marques la confiance en disant les étudiants on les a rencontrés et ils nous ont convaincus pendant un entretien de 15-20 minutes. Ils ont fait des petits exercices, ils nous ont montré comment ils arrivaient on leur dit est-ce que tu peux nous vendre ton téléphone portable et ils ont la chat, on teste leur niveau de langue, on va parler de leur expérience et donc déjà on crée de la confiance à ce niveau-là. Et ensuite, on va suivre l'étudiant et on va l'accompagner petit à petit dans ses expériences. Et c'est ça qui est cool avec le digital, avec les algorithmes et tout ça, c'est qu'on va voir un étudiant qui fait une première expérience dans la restauration, une première expérience dans la vente, ça s'est bien passé, il gagne confiance en lui, on peut le mettre sur d'autres marques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ce parcours d'évolution chez Student Pop, on va le valoriser vis-à-vis des marques qui vont nous dire « Waouh, les étudiants, chez vous, vous nous avez compris ce dont on avait besoin. » Et les étudiants, en fait, quand ils arrivent, ils ont envie de se donner à fond et ça marche. Ouais, donc
on n'est pas seulement dans un matching entre un casting d'étudiants et un besoin, on est vraiment sur de l'accompagnement aussi, tant bien sur les marques que sur les étudiants. Tout à fait. Moi, je me rappelle encore de mon entretien justement avec la personne de Student Pop il y a 5-6 ans, et c'est vrai que c'était quelque chose de très bienveillant où on me demandait ce que j'avais déjà fait, pourquoi je l'avais fait, ce que j'aimerais faire, dans quoi j'étais bonne, dans quoi j'étais un petit peu moins bonne, etc. Je pense que ça avait duré 20-30 minutes à peu près. Et dès que j'avais terminé ce call-là avec la personne de Student Pop, je pense, 2 jours après, j'avais déjà des missions et je pouvais faire assez fréquemment. Et en plus de ça, moi, j'étais pas à Paris, j'étais à Nice. Donc ça veut dire que même dans des villes un petit peu moins développées, on va dire, il y a 5-6 ans, il y avait déjà des missions. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus développé en France. Il y a combien de villes qui ont Student Pop ? On est vraiment sur toute la France. On est très présent dans une trentaine de villes, mais on est capable de couvrir toute la France. Ça a été un choix en tant qu'entrepreneur qui n'a pas été facile au début, c'est-à-dire que quand tu t'adresses à des marques qui ont des besoins sur toute la France, tu te dis est-ce que je vais être capable de trouver les étudiants. Après les étudiants, ce qu'il y a de bien, c'est que quand ils aiment une marque, ils en parlent et tu es bien placé pour le savoir. Exactement. Et du coup, c'est beaucoup grâce au bouche à oreille. À chaque fois qu'on avait besoin, imagine, on a une mission à Nice, on n'a pas d'étudiants sur place, et ben on va demander à des étudiants parisiens, est-ce que vous connaissez des étudiants à Nice? Et avec le bouche à oreille, en 2-2, on arrive à trouver les bonnes personnes. Donc très rapidement, on a accompagné des marques au niveau national, et ça fait une grosse force aussi vis-à-vis des étudiants, parce que tu le vivais peut-être quand tu étais étudiante, mais quand tu étais à Nice et que tu partais en vacances ou le week-end à tel endroit et que tu dis que j'ai envie de me faire un peu d'argent quand je passe quelques jours à Paris, ben en fait tu peux te dire là je suis à Paris, là je suis à tel endroit et de continuer à avoir du travail. Et ça c'est hyper sympa. Nous on a par exemple pas mal d'étudiants qui pendant les vacances savent qu'ils vont passer un mois à Osgore et pendant ce mois on va leur trouver du boulot et ça a un côté très sympa pour les étudiants. Trop bien. Et tu disais il y a beaucoup de bouche à oreille. J'imagine que vous avez peut-être mis en place un referral ou quand tu as par exemple un student qui recommande un autre student, il gagne de l'argent. Exactement. Ouais. Ça on a mis ça en place. Dès le début ? Dès le début. En fait c'était des missions. Parmi nos missions, tu avais des missions de nos clients et tu avais une mission qui était de nous aider à trouver un étudiant à droite, à gauche ou un étudiant avec certaines compétences. Pendant le Covid, on faisait pas mal les tests dans le nez là. Et donc il fallait des étudiants qui avaient leur première année de médecine et ça c'était beaucoup de referral. Et donc on a mis ça en place. Après on l'a pas bien développé en termes de fonctionnalité sur l'app, ça reste des missions assez classiques, on pourrait faire les choses mieux, mais c'est un axe clé pour trouver des étudiants. Aujourd'hui il y a combien d'étudiants chez Student Pop ? Donc aujourd'hui, chaque année, il faut comprendre un peu comment ça marche, chaque année, il y a à peu près 10% des étudiants de France qui téléchargent notre application mobile. Donc ça fait 250 à 300 000 étudiants qui téléchargent notre application mobile. Énorme. Sur ces 300 000 étudiants, nous, on va en faire travailler à peu près 30 000. 15 000 qui viennent de l'année précédente, qui étaient déjà avec nous, et 15 000 nouveaux qui vont intégrer Student Pop. Donc 15 000, ça veut dire beaucoup plus d'entretiens pour trouver les meilleurs. Et 15 000 entretiens du coup même davantage. Les onboarder, et on va en parler ensuite en termes de marketing et tout ça. Nous, on a pas mal de déperditions quand même sur notre funnel, entre le téléchargement et la première mission. Donc grâce à cette base arrière, on est capable vraiment, en fonction des besoins de nos clients, d'activer des étudiants à droite et à gauche. Et pour que les étudiants eux soient satisfaits, et c'est pas évident, il faut pas activer trop d'étudiants, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants ils aient assez de missions pour se dire j'ai intégré Student Pop, j'ai fait cet effort, je suis avec mon app et tout ça, j'ai assez de missions. Donc nous on est tout le temps en train de réguler ville par ville, est-ce qu'on a assez de missions, assez d'étudiants pour que les clients soient satisfaits, que ce soit fluide et que les étudiants soient satisfaits. Parce que s'il y a plus de demandes que d'offres, forcément il va y avoir des insatisfaits, donc ils vont... Nous on va galérer, il y a une mission, il nous faut 10 personnes, il nous faut 50 personnes à Nice, en fait on n'en a pas assez, bam bam bam, et là on n'a pas la réactivité nécessaire si on n'a pas assez d'étudiants. Par contre, si on a trop d'étudiants par rapport au nombre de jobs, les étudiants ils disent moi ça fait 3 mois que je suis chez Student Pop, j'ai vu passer une mission, je trouve ça nul. Donc en fait ça nécessite d'être très vigilant et c'est assez fin en fait comme dosage. On a réussi à mettre en place les indicateurs pour se rendre compte là on a besoin d'en faire monter en compétences. Et du coup j'imagine qu'en 7 ans par exemple la limite a déjà été dépassée, vous avez accepté trop d'étudiants et du coup il n'y avait pas assez d'offres peut-être, comment ça s'est passé? Là par exemple c'est un énorme enjeu parce qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Pour les JO, on a besoin de beaucoup d'étudiants. Les étudiants vont être clés pendant ces Jeux Olympiques. On est super content de permettre à plein d'étudiants de participer aux JO de l'intérieur et tout ça. Mais ça veut dire qu'on trouve des étudiants maintenant parce qu'il faut faire des accréditations maintenant pour les JO. Et en ce moment, les mois de janvier, février et mars, ils sont jamais très très forts chez Student Pop. Donc ça fait un gros arrivage d'étudiants et pas énormément de missions. Donc on dit aux étudiants... On a des messages précautionneux en leur disant vous inquiétez pas, il va y avoir plein de missions, ça va arriver, tout ça, mais ça nécessite d'avoir un dialogue permanent et d'avoir des moments qui sont un peu
plus compliqué à gérer. Et pourquoi ce début d'année, c'est moins bon chez Student Pop en termes d'offres? Tout simplement parce que il y a des grosses périodes, les gros métiers de Student Pop, donc c'est les salons. Ouais. Les salons, il y a beaucoup de salons un peu, surtout à la rentrée, donc en septembre-octobre. Et ensuite en mai-juin, on a la restauration qui reprend quand il fait beau et que les gens sortent dans la restauration. On a les périodes de soldes dans les magasins, on fait beaucoup de ventes en boutique. Et en fait, c'est vrai qu'on a une réactivation vraiment. Le début de l'année commence toujours un peu doucement et ensuite ça s'accélère. Et nos mois qui sont très forts, c'est juin, septembre, décembre. Ok. Donc ça correspond à des mois qui sont pas forcément évidents pour les étudiants. En septembre, souvent ils ont moins cours, mais ils sont en train de mettre en place leur agenda. Donc souvent il y a une grosse tension. Donc les étudiants ils savent pas très bien comment atterrir, sur quoi ils s'engagent et tout ça. Donc ça va être compliqué pour Student Pop en septembre parce qu'on a beaucoup de besoins et les étudiants ils savent pas trop où se placer. Par contre en juin c'est plutôt cool parce que normalement ils sont en train de terminer leurs examens, ils commencent à avoir du temps. Faire beau, etc. Et donc là on a plein de boulot, plein d'étudiants qui sont dispo, c'est génial. Et aussi en décembre ça se passe plutôt très bien parce que là les étudiants ils commencent à avoir du temps, les marques ça explose dans tous les sens, ils ont de besoins partout. Donc voilà, il y a des mois très énergétiques chez Student Pop et ça permet aussi aux équipes de souffler les autres mois, de reprendre les bases, de faire des travaux de fond, de faire de la stratégie. D'ailleurs, vous êtes combien chez Student Pop? Donc chez Student Pop, on est 70. Ok, ah oui. En interne. Donc, ça commence à être une grosse équipe, ouais. Ouais, ça commence à être une belle équipe. Et du coup, donc il y a 7 ans, quand tu as commencé avec tes associés, donc vous étiez que vous, j'imagine. On était 4, ouais. Comment cette croissance elle a eu lieu, année par année, besoin par besoin? Quels sont les premiers postes que vous avez recrutés? Là, c'est plus le côté un peu entrepreneur. Comment vous avez fait pour développer la boîte? Moi, mon expérience, c'est que j'avais déjà monté 2 boîtes avant. Et ma première boîte, j'avais fait toutes les erreurs possibles, imaginables. Toi, j'ai l'impression que ça se passe bien, c'est cool. Bravo. Pour l'instant, mais on fait des erreurs, évidemment. Voilà, c'est cool. Moi, j'avais beaucoup de leçons apprises de ma première startup. Donc la première leçon, c'est que j'avais envie de faire une chose et de le faire bien, et pas de tout faire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler qu'avec des étudiants, pour se dire, les étudiants, en fait, on va les comprendre et je pourrais te raconter comment on les a compris. J'ai passé des heures et des heures en entretien avec les étudiants. Tous les étudiants, c'est moi qui faisais passer des entretiens avec mes associés pour les comprendre. Et au-delà de comprendre qui ils étaient, je leur posais des questions sur tu travailles avec d'autres agences, tu travailles avec d'autres plateformes, pourquoi tu kiffes ça, nanana, pour vraiment comprendre leurs besoins. L'erreur que j'avais fait, c'était de pas me focaliser sur ma première startup. Et donc là, c'était les étudiants. La deuxième erreur que j'avais faite, c'était on faisait du C2C. C2C, c'est compliqué en termes de business model. Là, de faire du B2B, c'est plus simple, de parler à des entreprises et aussi d'avoir un business model qui est rentable potentiellement dès le premier jour. Dès le premier jour, tu gagnes de l'argent et petit à petit, tu peux compter sur tes propres moyens. C'est-à-dire que on a un historique dans notre startup où on a levé des fonds, on a une croissance très forte, mais de ne pas être dépendant de ces levées de fonds pour ta croissance, c'est clé. C'est-à-dire que c'est un plus et quand tu vas voir des investisseurs, c'est pas la même chose de dire en fait, moi là, ça fait 2-3 ans que ma boîte elle tourne. C'est juste un accélérateur. Voilà, c'est un accélérateur. Et ça, on a gardé un peu chez Student Pop toujours cette dynamique où quand on a de l'argent en plus, c'est pour investir et c'est pas pour soutenir nos besoins primaires dans l'entreprise. Donc on est capable de se développer sur nos propres moyens. Et donc voilà un peu comment on a nourri notre croissance au début, c'était de la croissance organique. Dès nos premières missions, on gagnait de l'argent. Donc c'est sûr que nous, au début, en tant qu'entrepreneurs, on ne s'est pas payé pendant un certain temps. Tu m'étonnes. Mais on avait la chance chez Student Pop de rencontrer des étudiants excellents. Et donc petit à petit, je me rappelle de mon associé, les premières semaines de Student Pop, qui me dit Auriel, viens voir, je suis en train de passer un entretien avec une étudiante, elle est incroyable, il faut absolument qu'on la prenne. Et donc on l'a pris en stage, ensuite ça a été notre premier employé. Et en fait, il y a plein d'histoires comme ça d'étudiants qu'on a rencontrés et qui ensuite ont intégré Student Pop et qui ensuite ont grandi chez Student Pop. Et c'est un peu, en termes de management chez Student Pop, on a beaucoup d'histoires d'évolution. Ouais, il y a un fil conducteur. De personnes qui se sont trouvées en fait. Ça c'est un autre sujet sur lequel on pourrait parler, mais nous on est très axé en termes de culture d'entreprise sur comprendre notre mission et notre mission vis-à-vis de nos étudiants comme vis-à-vis de nos salariés, c'est d'aider, de permettre aux gens de se révéler à travers leur job étudiant, de se comprendre et tout ça, et aussi nos employés de les accompagner dans leur parcours professionnel
Et c'est assez cool ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont commencé en tant qu'opérationnels, qui sont devenus responsables data, qui sont des trucs qui n'ont rien à voir et qui excellent dans ce qu'ils font. Et en fait, il faut savoir accompagner les gens. Et moi, c'est là où j'ai éprouvé énormément de plaisir en tant qu'entrepreneur. Là, quand tu parlais de la partie entrepreneur, ce qu'on voit avec les étudiants et ce qu'on voit avec les employés, c'est... même si parfois c'est très galère d'être entrepreneur, ça donne beaucoup de satisfaction. C'est chouette d'avoir cette culture d'entreprise. Comment vous le mettez en place du coup au sein de Student Pop? Comment tu arrives à les accompagner à la fois sur leur mission sur Student Pop et, de ce que j'ai compris aussi, en dehors de leur mission, à leur épanouissement professionnel et personnel? Ça, c'est un truc assez simple qu'on a mis en place dès le début. Je sais pas si c'est très présent dans d'autres entreprises, mais nous, on a des projets transverses. Okay. Donc en fait, quand tu fais ta mission, tu es opérationnel, tu es en marketing, tu es en RH ou tout ça chez Student Pop, tu as la possibilité de dédier au moins 2 heures par semaine, et on a du temps dédié aussi dans la semaine pour ces projets transverses, à accompagner soit des projets d'entreprise qui sont qui sont un pas de côté. Par exemple, chez Student Pop, on a une association, on distribue de la bouffe dans les résidences étudiantes, okay. Et donc là, tu vas pouvoir faire de l'associatif. Donc tu fais des colis, tu penses à comment créer un lien avec les adhérents de l'association. Il y a plein de problématiques d'association, donc c'est quelque chose qui t'enrichit personnellement et qui peuvent aussi ouvrir des voies professionnelles. Et sinon, tu peux aussi rejoindre d'autres départements chez Student Pop. Okay. Donc en fait, tu es en finance et tu as envie de passer 2-3 heures par semaine à faire du community management avec Tam, et tu peux aller faire du marketing. Et donc là, tu as des personnes qui, en fait, à force d'approcher, au début, tu connais ça, tu n'as pas tous les départements dans ta boîte. Donc par exemple, le secteur RH, on n'avait pas de RH quand on a commencé Student Pop, bien sûr. Et donc on avait des personnes qui, en projet transverse, travaillaient en RH. Parmi ces personnes, il y en avait 2 notamment qui étaient géniales. Il y en a une qui vraiment a démontré travailler énormément sur le sujet et est devenue notre DRH. Et il y en a une qui est devenue responsable de business unit. En fait, elle qui fait le management, elle n'a pas suivi sur les RH, mais elle a énormément contribué aussi à la construction de notre pôle RH. Donc ces projets transverses, c'est vachement stimulant. Et comme tu vois, ça fait de l'aide, ça fait que Tam, sur l'équipe marketing, elle a vraiment pas mal de ressources en interne qui viennent l'aider 2 heures par semaine, et ça crée des vocations. C'est trop bien, ça doit être une sacrée orga par contre, parce que 70 personnes, si tu as des projets transverses, etc. Mais le tout, c'est d'avoir des leaders, je pense. Ouais. Donc à chaque fois, on a des projets transverses, et bien sûr, tout le monde a son mot à dire et tout le monde contribue, mais quand c'est rejoindre un département, c'est facile, c'est le responsable de département qui embarque cette petite équipe. Donc nous, en tant qu'entreprise, on fait confiance, et ça apporte énormément d'aide à ces managers. Et ensuite, quand c'est d'autres projets, là, il faut identifier qui veut porter. Si on a un sujet là, d'intelligence artificielle, comment intégrer l'intelligence artificielle chez Student Pop, on va se dire qui pourrait porter ce projet chez Student Pop, quelle équipe pourrait se former, et on a des gens qui vont travailler sur ce sujet. Nous, on essaye de le faire aussi un petit peu avec Martin, mais à notre échelle, évidemment, parce qu'on est une toute petite structure comparée à vous. En gros, donc les filles qui sont chefs de projet, on les aide aussi à créer leur portfolio pour devenir créatrices UGC, parce que en faisant des campagnes toute la journée, ça leur donne envie aussi de passer de l'autre côté de la caméra. Donc on les aide, on leur donne les moyens aussi de pouvoir faire ça. On les aide à créer une communauté sur LinkedIn aussi, parce que c'est important. Si elles veulent plus tard s'en servir, ça peut toujours servir d'avoir une communauté LinkedIn. Donc on les aide pour ça. Et alors ça c'est marrant. Pour moi, c'est un tout petit peu différent. Alors c'est un truc, je crois que ça se disait en anglais eat your own cheese. En fait, c'est pas du tout ça l'expression, mais c'est quand tu fais quelque chose, il faut le faire toi-même. Tu sais, c'est l'histoire des mecs d'Airbnb qui ont passé 1 an à dormir dans du Airbnb et tout ça. Et c'est vrai que nous, quand tu intègres Student Pop, tu fais des missions en tant que student. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, pendant très très longtemps. T'as fait des missions ? Je faisais passer des entretiens, je faisais de la garde le matin, parce que tu sais, chez Student Pop, à partir de 5h du mat, on fait la garde pour assurer que les étudiants ils arrivent bien sur place et tout ça. C'est lourd de faire la garde, c'est fatigant, mais c'est là que tu sens vibrer les étudiants, les clients, que tu comprends et tout ça. Donc en effet, que les personnes de ton équipe fassent des vidéos UGC, c'est génial, et de les accompagner dans leur développement personnel. T'apportes un truc, les gens ils vont rester avec toi, quoi. Et on essaye aussi de les inclure, tu vois, plus d'un point de vue business. Nous, par exemple, les filles, on leur parle tout le temps de chiffres, de marges, etc. Et on essaye de leur dire comment là on peut augmenter les marges sans diminuer par exemple la qualité. On essaye vraiment de les intégrer en fait dans le point de vue business, chose qu'on n'a pas du tout eu, Martin et moi, dans nos expériences précédentes. Et on trouve ça hyper enrichissant, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes aimeraient bien être entrepreneurs, freelance, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant de leur montrer aussi de l'autre côté du business, quand ça va pas, comment on gère les galères, etc. au lieu de leur cacher. Je sais pas si vous avez ce système aussi de transparence avec les employés.
mais un peu avec la même volonté que toi, c'est-à-dire se dire, une des forces quand on travaille en start-up, c'est de pouvoir être plus proche des dirigeants, parce que souvent c'est une équipe plus petite. Et si moi j'arrive à transmettre un certain nombre de problématiques auxquelles on est confronté, ben la personne quand elle partira voler de ses propres ailes, je regarde Tam, notre responsable marketing qui veut monter sa boîte et tout ça, bah, je me dis en nous accompagnant, en lui ayant transmis toutes ces problématiques, quand elle sera confrontée, elle sera capable de les affronter. Et c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions parce que par exemple nous ce qu'on fait c'est toutes les 2 semaines on a un team meeting. Le team meeting on dévoile beaucoup de choses. J'essaie d'être très transparent sur les chiffres, sur un certain nombre de projets. On essaie d'inclure toute la boîte, des stagiaires alternants aux managers. Mais ensuite, il faut aussi savoir donner de la place à tes managers. C'est-à-dire que des fois, c'est un peu redondant. C'est-à-dire ce qu'on a envie de transmettre, est-ce qu'on le transmet dans une petite équipe qui est le comité de direction avec tes managers pour prendre des décisions ensemble, ou est-ce que tu le fais avec toute l'entreprise? Et c'est assez intéressant de savoir où est-ce que tu places les choses parce que tu as envie de transmettre à tout le monde, mais c'est pas la même chose de transmettre et d'être juste descendant et que tu expliques les choses, même si tu fais participer et que chacun explique ses propres projets, de prendre des décisions de manière plus collégiale à plus nombreux. Et donc il y a aussi cette responsabilisation et comment tu fais en sorte d'intégrer beaucoup de gens dans cette prise de décision et de faire en sorte que ce soit pas juste du je présente, mais on décide ensemble. Et donc ça c'est quand tu as plus d'employés. Évidemment. Et nous je sais qu'on était très bons dans le partager avec tout le monde toutes nos problématiques. On a mis plus de temps à faire en sorte que nos managers participent à nos prises de décision. Et parce qu'on était 4 associés c'est beaucoup, donc déjà on ping-pongait beaucoup entre nous 4. Et donc là, moi, c'est mon prochain challenge et sur lequel je travaille beaucoup, c'est d'intégrer nos managers dans nos prises de décision. Là, vous êtes toujours 4 ? On est toujours 4, ouais. Et vous avez combien de managers au total ? On a 6 managers. Ok. Donc ça fait un petit crew de 10 personnes. Ouais, c'est pas mal. Et à partir de combien à peu près tu as vu ce gap de on transmet juste les informations à on doit impliquer les managers pour qu'ils prennent des décisions avec nous? Ça dépend aussi un peu de d'où viennent tes managers. Nous, il y a eu beaucoup de progression en interne. Il y a beaucoup de personnes qu'on a dû accompagner, qui ont déjà beaucoup, qu'on a responsabilisé sur leur propre secteur. Donc, on a mis en place, tu mets en place un budget, tu mets en place des OKR pour qu'ils aient cette indépendance. Donc, déjà, les rendre très indépendants sur leur partie pour qu'ils puissent innover et prendre des initiatives sur leur partie. C'est une chose, et ensuite c'est sur les décisions d'entreprise. Et ça, comme je te dis, je pense que nous, on a mis du temps. Nous, c'est assez récent. Et c'est vraiment ce à quoi je m'emploie vraiment à chaque point manager et tout ça, de donner cet espace de discussion et pas juste de l'information descendante ou montante, mais de la prise de décision commune. Et au-delà du coup de la structuration interne, on va appeler ça comme ça, est-ce que tu as vu d'autres obstacles à la croissance de Student-Pop, que ce soit au niveau de l'offre, donc du coup des marques, à la demande, donc les students? On a eu plein de challenges. Ce premier challenge, c'était donc de bien comprendre nos étudiants, de bien comprendre ce qui faisait la différence, de comprendre nos utilisateurs, donc de passer du temps avec eux. Ça a été le cas vis-à-vis des étudiants, je te parlais avec les entretiens, ça a été le cas du côté client aussi. Tu me disais un peu que dans ton entreprise, au final, tu avais plutôt la casquette marketing, ton associé plutôt la casquette commerciale, mais que tu faisais un peu, tu switches. Et je pense que ce switch, moi, je le fais au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'accompagne au quotidien des clients chez Student-Pop et je fais en sorte d'assister à des rendez-vous commerciaux, de les suivre pour comprendre leurs problématiques et pour être capable d'affiner. C'est-à-dire que si chez Student-Pop, j'ai pas parlé de mes responsabilités chez Student-Pop. Moi, je m'occupe de la partie produit. Avec mon associé Mickaël, je m'occupe de la partie marketing et de la partie finance. Donc il reste quoi comme partie? Il reste toute la gestion du business et des business units. D'accord. Ça c'est Damien. Il reste toute la partie qualité, les équipes. On a segmenté nos clients, toute une partie de nos clients plus petits et les RH c'est Estelle et mon associé Mickaël c'est CTO. Donc il y a pas mal de choses, mais pour comprendre le produit, donc l'application mobile dont je suis vachement fier et nos sites et tout ça, il faut comprendre beaucoup nos utilisateurs. Donc je te dirais que
Il y a plein de challenges, hein. Lever de l'argent, c'est un énorme challenge et j'étais pas forcément très bon là-dessus et donc j'ai dû beaucoup me challenger. Vous avez fait une levée de fonds? Ouais. On a au début levé 250 000 euros auprès d'une agence d'intérim. Ensuite, il y a eu des discussions de rachat assez tôt. Assez tôt, ouais. Et nous, on se disait, mais non, mais on a le monde à conquérir, on a pas envie de s'arrêter là. On est dans cette période actuellement. Et du coup, c'est là qu'on a fait notre levée de fonds et on est accompagné par des super investisseurs. Et vous avez levé combien du coup sur cette Donc on a levé 3 millions. Ok, trop bien. Ouais, et on a été plutôt, comme je te disais, plutôt cash efficient. On était plutôt prudent comme gestion. Ouais. Vu que la bulle des valorisations et tout ça, ça a un peu cassé la gueule, on est plutôt content. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont réussi à lever des dizaines de millions sur notre secteur et que ça nous a fait un peu peur, mais ça te met aussi dans une impasse en tant qu'entrepreneur parce que quand ta boîte elle est valorisée des centaines de millions, après le challenge il est chaud, tu sais. Donc on est plutôt content de cette stratégie, on a été pas à pas et on a construit des bases solides et quand le vent se retourne, il y a quand même eu des sacrés vents de panique, hein. Nous le Covid, je sais pas si t'imagines tous nos boulots qui s'arrêtent du jour au lendemain et tout ça, voilà, d'avoir des bases très saines fait qu'on a réussi à surmonter. Comment vous avez fait du coup pendant le Covid? Vous avez stoppé complètement l'émission donc pendant le premier Covid, j'imagine? Ouais, alors heureusement déjà il y a eu des aides de l'État, mais ça a été cata, il a fallu se réinventer. En plus quand tu es dans une dynamique à fond avec les équipes, croissance et tout ça, quand tu t'arrêtes net, t'es un peu KO. Évidemment. On s'est ressourcé pas mal sur nos valeurs. C'est là où on a créé l'association pour distribuer de la bouffe dans les résidences étudiantes. Donc on avait plein d'énergie au moment où on l'a mis à destination des étudiants. On a été convaincre les entreprises qui avaient l'habitude de passer par les étudiants, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des produits à distribuer aux étudiants. Ce qui fait qu'on a gardé un lien avec les étudiants, qu'on s'est bougé à fond. Et ensuite on a su se réinventer. Je l'évoquais aussi sur les tests PCR. Évidemment. Donc ça, heureusement, ça a été une manière de rebondir. Et aussi, ce qui a été plutôt cool, c'est que on a un mode de fonctionnement pour nos clients qui est très flexible. Donc quand ça se casse la gueule, ça se casse la gueule très vite, mais quand ça repart très vite. Et donc la reprise a été aussi très forte. Et par exemple pour le Covid, je trouve que c'est un smart move d'avoir fait les tests PCR. Est-ce que cette idée elle est devenue de vous ou alors vous avez une demande de la part des centres médicaux, des pharmacies, etc. Souvent on teste beaucoup de choses chez Student Pop, donc les tests ils viennent plutôt de nous, mais c'est parce que le marché a répondu présent. C'est-à-dire que tout d'un coup on a vu que les pharmacies étaient dépassées, qu'il fallait trouver les bonnes personnes, que c'était le bon fonctionnement, que les étudiants ils étaient prêts à y aller, que on avait des étudiants hyper courageux, c'était une aubaine, c'était des missions qui étaient super bien payées. Et d'ailleurs, en parlant d'étudiants, pour revenir un petit peu sur le sujet principal, c'est quoi les critères pour être un étudiant chez Student Pop? Parce que tout le monde, en tant qu'étudiant, peut travailler pour Student Pop? Ouais. Déjà, une des choses qui nous motivait quand on a créé Student Pop, c'était de se dire on va se battre un peu contre les discriminations que tu as quand tu es étudiant. Parce que souvent, quand tu es d'une certaine couleur de peau, orientation sexuelle ou tout ça, quand tu es au lycée, tu t'en rends pas forcément compte parce que tu es dans un environnement que tu connais. Quand tu rentres sur le marché professionnel, ça peut être un peu plus compliqué. Donc nous, c'était important qu'on puisse se dire on fait travailler des étudiants qui viennent de partout, pas forcément avec les bonnes études, les bons trucs et tout ça. On va tester beaucoup les soft skills. Tout est fait autour des soft skills, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi c'est quoi qu'on peut valoriser et sur lequel on peut faire du feedback. Tu vois, nous, ce qu'on aime faire chez Student Pop, c'est quand tu as travaillé chez Student Pop et que tu as fait un an chez Student Pop, on puisse te dire tu as été remarqué parmi les 5% d'étudiants sur les 300 000 qui ont téléchargé notre app, sur les 30 000 qui ont travaillé avec nous. Dans ta prise de parole en public, tu es incroyable. Dans le fait de créer un bon relationnel avec le client, tu es incroyable. Et si on arrive à donner ce feedback en plus de ce que tu fais dans tes études, en plus de tes expériences d'alternance ou de stage, ben ça, c'est un sacré feedback qu'on peut te donner. Donc, on évalue ces soft skills en entretien. Et tout au long de l'histoire de ta vie chez Student Pop, tu vas avoir du feedback des clients qui vont te dire
au début, on avait des retours des clients qui nous disaient j'adore ou étudiant trop mou. Tu vois. Oui, c'est pas très pertinent comme retour. Et donc, on a essayé de mettre un peu du contenu derrière. Et donc maintenant, on a des clients qui vont nous dire ce que j'ai adoré chez cette personne, c'est qu'elle a un talent commercial de folie, elle a un leadership, et en fait, si on arrive à te donner ça et aussi à te dire peut-être qu'il faut que tu travailles sur ce côté-là parce qu'en fait, en termes de professionnalisme, tu renvoies pas une image qui est le monde du travail, il est dur. Hein. On essaie de vraiment être dans beaucoup de bienveillance, comme tu l'évoquais dans nos entretiens et tout ça, et montrer qu'il y a un certain degré d'exigence et donc te donner du feedback sur voilà, il y a ce degré d'exigence, mais tu peux le faire, on va t'accompagner, on va te donner les billes. Ouais, ça les forme pour plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'application aussi, t'en as pas parlé, mais il y a le score de motivation. Ouais. Donc c'est une petite jauge qui nous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est en fonction de notre ponctualité, en fonction de si on répond, si on se désiste d'une mission, par exemple. Ça aide aussi l'étudiant à savoir un petit peu s'il est bien perçu ou pas par l'application pour d'autres jobs, c'est ça? C'est ça. En fait, nous, il y a 3 sujets sur lesquels on va comprendre l'avis de l'étudiant et s'il est pertinent pour ses missions et tout ça. C'est ses soft skills, ce qu'on va tester en entretien, sur lequel on va avoir du feedback, son expérience que tu vas avoir avant d'arriver chez Student Pop, et chez Student Pop, petit à petit, tu vas gagner en expérience, on va te dire du coup, tu peux accéder à tel ou tel type de mission, et ta fiabilité quand tu prends un engagement, que tu tiens à ton engagement. Ouais. Et donc, on va mettre beaucoup de bienveillance et de flexibilité sur cette fiabilité, c'est-à-dire que chez Student Pop, tu peux te désister jusque 3 jours avant ta mission sans que ça ait aucun impact. Donc tu t'engages, nous on compte sur toi pour une mission la semaine prochaine et tout ça, tu te désistes parce qu'en fait tu as un examen et tout ça, si tu nous préviens 2-3 jours avant, il n'y a pas de problème. Ensuite, si le matin de ta mission, tu nous préviens pas et que tu as une excuse bidon et que bam, tu nous plantes, là, il faut qu'on dise ok, tu perds des points. Tu perds des points. Ouais. Mais voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit toujours compréhensif, c'est-à-dire on n'est pas, tu vois, on a certaines agences ou certains trucs où c'est radical, où on te donne pas de seconde chance. Au contraire, chez Student Pop, on est toujours dans la seconde chance. Sûr. Mais voilà, c'est important que la fiabilité, d'arriver à l'heure, de tenir tes missions. Ça reste un engagement, donc il faut que les students puissent garder leur engagement. Et je trouve ce qui est bien aussi au niveau des marques, c'est que même si le student se désengage le matin par exemple, ça pose pas de problème d'un point de vue marque parce que vous avez une grosse liste de backup derrière qui sont aussi bookés pour la mission et qui du coup vont pouvoir avoir en plus de l'argent supplémentaire, il me semble, s'ils sont bookés en last minute, et du coup ça permet aux marques de toujours avoir un student quoi qu'il arrive, même si y a quelqu'un qui se désiste à la dernière minute. Ouais, alors ça justement, tu viens au cœur du réacteur de Student Pop, c'est notre petit secret de sauce quand on a créé Student Pop, c'était de se dire voilà, les étudiants ils ont besoin de flexibilité. Les clients, ils veulent toujours passer avec les mêmes parce que plus tu travailles pour une marque, plus tu es pertinent, évidemment, plus tu es tu la connais. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pool d'étudiants dédiés, c'est-à-dire que si on travaille, je sais pas, avec Lacoste qui a besoin de vendeurs à Paris et qui a généralement besoin de 5 à 10 vendeurs tous les jours, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un pool d'une vingtaine ou d'une trentaine d'étudiants qui vont intervenir dans les magasins Lacoste et on va leur dire, à chaque fois qu'il y a des missions, on va proposer aux étudiants que Lacoste préfère. Et le premier qui accepte, la mission elle est pour lui. Le deuxième qui accepte, on va lui proposer d'être backup en cas d'annulation. Et donc à chaque fois, sur chacune de nos missions, en effet, il y a des backups. Mais c'est pas des backups random des gens qui connaissent pas la marque et tout ça. C'est toujours le même pool d'étudiants. Donc pour les marques, c'est hyper rassurant. Tu as toujours des étudiants qui connaissent ta marque qui peuvent intervenir. Tu es sûr d'avoir quelqu'un. Parce que quand tu es en galère dans un magasin, quand tu organises un événement et que tu comptes sur 3 étudiants pour faire l'accueil et tout ça, s'il y en a un qui te plante, c'est toi qui distribue les petits fours et c'est toi qui fais l'accueil. C'est pas ouf. Et donc, grâce à ce système de backup et de pool, on rassure. On a un taux de présence qui est incroyable, on a plus de 98% de taux de présence, donc généralement quand tu travailles avec des agences classiques, tu as entre 12 et 15% de no-show, et c'est assez déstabilisant pour les marques, et donc ça c'est le truc qui fait que les étudiants, tu te dis ouais mais ils peuvent se désister tout ça, ouais mais on a la solution, et pas la solution de personnes que tu connais pas, c'est des gens avec qui par ailleurs tu as l'habitude de travailler, donc c'est très rassurant. Donc tu dirais que ce système de pool et de backup, c'est ce qui vous différencie principalement des agences d'intérim ? Oui, et aussi le fait que, en effet, c'est ce service qu'on apporte, mais c'est aussi qu'on est positionné sur du très flexible. C'est-à-dire que vraiment, quand là on parlait côté client, mais quand on parle côté étudiant, les étudiants, nous,
Généralement, quand tu cherches un boulot et que tu es étudiant, tu vas t'engager sur du 20, 25 heures, 30 heures par semaine. Ouais. Et nous, on voulait être vraiment sur le créneau quand tu as besoin de travailler entre 5 et 15 heures par semaine, de manière très flexible, parce que cette semaine, tu peux bosser à fond, la semaine d'après, moins. Et ce côté très flexible, on l'a avec notre fonctionnement. Et souvent, les agences d'intérim, ça va pas trop les intéresser de se positionner sur des missions aussi courtes. Ouais. Donc nous, on est sur des missions plus flexibles, avec tout un système et un service autour pour que ça marche et pour que ça fonctionne pour les étudiants. Donc cette flexibilité et cette réassurance vis-à-vis du client, c'est ce qui nous distingue en effet des agences d'intérim. Et pour ajouter aussi, je dirais que les agences d'intérim ont peut-être moins de personnes aussi dans leur pool, et c'est des personnes qui ne sont pas vérifiées. Parce que moi, j'ai été dans des agences d'intérim, on m'a pas fait un call pendant 30 minutes pour connaître mes skills, pour savoir ce que j'aimais faire, quelles étaient mes capacités, etc. Donc je pense que la qualité des students, c'est aussi un petit peu ce qui différencie Student Pop d'une agence d'intérim classique. Ouais, alors la qualité, elle vient de pas mal de choses. Elle vient de cet entretien, en effet, mais elle vient aussi du fait que on a cette flexibilité qui correspond bien aux étudiants, et du coup les étudiants ils nous adorent, du coup on a le bouche à oreille, du coup on a plein d'étudiants, et donc ça nous permet de sélectionner les meilleurs. On a le fait aussi qu'on paye bien chez Student Pop, on paye mieux que la plupart des 14,50 € de l'heure. Exactement. Du coup c'est tous ces petits plus qui nous permettent d'avoir les meilleurs étudiants, et des étudiants aussi, le côté c'est très flexible, fait que chaque semaine, au lieu d'avoir un engagement de travailler 15 heures par semaine dans ce magasin de fringues, nous, ce qu'on va avoir, c'est que les étudiants, chaque semaine, on va proposer au pool le planning de la semaine, et ils vont se positionner par demi-journée ou journée. Ouais. Et donc, c'est pas la même chose d'avoir décidé cette semaine de travailler le lundi matin, mardi après-midi, que de te dire, chaque semaine, j'ai mes 3 jours à me taper à mon taf. Et du coup, souvent, t'es plus taqué. Et en fait, moi, je me rappelle des premières missions qu'on faisait, un de nos clients, c'était Blablacar, qui faisait des événements, et ils avaient l'habitude de passer par une agence d'hôtesse, et ils nous disaient... Mais c'est fou, vos étudiants, ils sont contents d'être là, quoi. Ah ouais, non, et je pense que le rapport au travail, avec cette flexibilité, le côté app et tout ça, bah, ça change. C'est toi qui as décidé, t'es taqué, t'as décidé de venir travailler, t'as décidé de gagner de l'argent. Et aussi, tu l'as connu quand tu es étudiant, quand tu gagnes de l'argent quand tu es étudiant, c'est une sacrée fierté de payer ses choses soi-même. Donc je pense qu'il y a vraiment une dynamique autour des jeunes et notre proposition de valeur qui font que les étudiants sont... Et il y a une grosse diversité au niveau des offres, comme tu le disais, il y a de la restauration, il y a de l'hôtessariat, il y a plein de choses. Moi je me souviens que c'était cool parce que toutes les semaines j'avais un job différent. Je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup, donc forcément avoir le même job tout le temps, faire les mêmes missions, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et là je pouvais choisir en fonction de mes envies, mes humeurs. Et je sais pas si je peux drop name, mais j'ai travaillé pour Plantes pour tous avec vous pendant, franchement, pendant assez longtemps. À chaque fois je faisais leur pop-up quand ils étaient à Nice, après quand je suis montée à Paris, j'étais dans la boutique, etc. Et franchement, j'étais contente d'aller travailler là-bas parce que l'équipe, elle était top, parce que c'était souvent des journées sympas, c'était bien payé. Il y avait une bonne énergie qu'on retrouve pas forcément sur d'autres tafs. Et c'est pour ça que j'ai apprécié de boîte, aussi. Plantes pour tous, on est bien d'accord. Et on essaie d'avoir des entreprises sympas. On a pas mal, les étudiants notent les entreprises aussi. Et donc ça nous permet de faire remonter les entreprises qui sont vraiment cool. Et en effet, c'était quelque chose que moi, j'avais pas forcément identifié quand on a lancé Student Pop, mais on est quand même très proche de certains étudiants. Il y a certains étudiants qui nous, je me rappelle d'une étudiante qui nous avait envoyé une lettre pour nous remercier en nous disant j'ai adoré Student Pop et tout ça, mais j'ai trouvé un CDI part-time chez tel ou tel client justement, donc vous m'avez permis de trouver ce CDI, je suis trop content. Et au bout d'un mois, elle nous dit en fait, ça me saoulait, moi j'étais trop content chez Student Pop de toucher à tout. Et là, je suis cantonné à mon job et tout ça. Donc en effet, je pense que on me demande souvent, quand on accompagne des étudiants sur leur parcours professionnel et tout ça, sur des conseils. Quand tu es étudiant, tu as envie de toucher à tout et c'est le moment de te faire une idée sur tu as envie de travailler dans quelle ambiance de travail, tu as envie de te professionnaliser dans quel ou quel sens, tu as envie de te découvrir, en fait, de multiplier les expériences. C'est vraiment important quand tu es étudiant, que ce soit en stage, en alternance ou en job étudiant. Donc qu'on offre cette opportunité aux étudiants, ouais, je pense que c'est un atout, mais encore une fois que j'avais pas forcément grillé au début. Ouais, ça t'aide à construire ton avenir parce que au final tu penses peut-être aimer la vente, mais au final tu vas te rendre compte que l'aspect relationnel c'est pas ce qui te chauffe le plus, donc ça t'aide à se construire un petit peu au niveau des études. Donc on est sur du job étudiant, donc c'est pas forcément ce que tu as envie de faire toute ta life, il y a pas de problème. Évidemment. Mais tu en effet t'appréhendes un peu le regard que les autres ont sur tes qualités, tu te dis waouh, tu vois, j'avais l'impression
de créer de la confiance rapidement, mais là je le vois dans le milieu professionnel, les gens me font confiance, me responsabilisent et tout ça, et donc ça tu développes des compétences aussi. Tu développes des compétences et tu te dis tiens, j'étais persuadé que j'avais envie de travailler dans le monde de la mode et en fait je me rends compte que c'est un peu difficile ou que truc, que nana, et que tel autre monde qui m'attirait pas trop, en fait il y a une ambiance, par exemple moi la RATP c'est une boîte que j'adore, je sais pas, vu de l'extérieur, pas forcément, on se dit boîte semi-publique, c'est une boîte vraiment de l'intérieur que j'adore, et donc je pense que tous les étudiants qui travaillent à la RATP, ils se rendent compte de ça, et je pense que c'est des bonnes leçons de vie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une relation avec une marque qui t'a vraiment marqué au sein de Student Pop, une marque que vous avez accompagnée et qui, je sais pas, est-ce que tu as une success story à nous raconter? Ouais, il y a... là cette année, on a organisé notre cérémonie des Oscars, donc on faisait venir les étudiants sur les soft skills en disant l'étudiant qui a le meilleur soft skills, le meilleur vendeur chez Student Pop et tout ça. Et dans les discours des étudiants, il y avait une marque qui revenait souvent, c'était Comet Meeting. Comet Meeting, donc c'est un espace de location de salles pour faire des événements d'entreprise. C'est une boîte hyper sympa, c'est une start-up qui a beaucoup grandi, qui responsabilise bien les étudiants, qui a kiffé chez Student Pop cette diversité des étudiants. On a une certaine osmose en termes de valeurs. Et je sais que les étudiants, ils ont découvert, un peu comme ce que tu racontes avec Plantes pour tous, on leur a fait confiance, ils ont rencontré plein de potes. Aussi, il y a un côté collectif. Moi, j'ai gardé des contacts ça me fait plaisir. On rencontre des gens sympas dans son job étudiant. Donc, il y a plein d'histoires très sympas avec cette marque, mais il y en a plein d'autres. Ok. Et par exemple, pour cette marque, vous leur bookez combien de students à l'année ou au mois? Ça représente quoi à peu près pour vous? Sur chacun des sites, il va y avoir une dizaine d'étudiants et ils ont une dizaine de sites. Donc ça va être beaucoup d'étudiants qui vont intervenir. Trop bien. Et si tu es d'accord, on passe un peu plus à la partie market. Avec grand plaisir. Parce que bon, vous avez déjà deux cibles. Vous avez la cible des marques, donc une cible B2B, et vous avez aussi la cible des students, donc un peu plus B2C, si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, pour toucher les jeunes, il faut quand même avoir un bon marketing parce que bon, avec les réseaux sociaux, ils sont sollicités de partout. Comment vous faites? C'est quoi les leviers principaux que vous avez actionnés pour toucher à la fois les marques et à la fois les étudiants? Alors, on va commencer par les étudiants. Les étudiants, on en a un petit peu parlé, nous. Donc, on attire 300 000 étudiants par an. Sur ces 300 000 étudiants, il faut se dire qu'il y en a à peu près 20-30% qui viennent du fait de nos actions et le reste, c'est par bouche à oreille. Ok. Et souvent, on va aller chercher des étudiants pour des besoins spécifiques. Donc, ça va être les Jeux Olympiques maintenant. C'était les étudiants avec une expérience en médecine. Ça va être des étudiants dans certains endroits. Et ces étudiants, on va aller les chercher de plusieurs manières. Donc, on a des manières... on a du parrainage. On l'a vu avec des étudiants. On a des partenariats. On va participer à la course croisière EDEC, au truc écrit comme, on va essayer de faire de la présence aussi dans les campus. Et ensuite, on a du paid media. Et sur le paid media, on a essayé pas mal de choses jusqu'à vous rencontrer. Et là, on a divisé nos coûts d'acquisition par deux. Avant, on faisait de la pub sur les réseaux sociaux de manière assez classique. On a essayé de faire des choses avec des influenceurs. On a essayé de faire des choses avec des micro-influenceurs parmi nos étudiants. D'accord. Donc nos étudiants qui parlaient de leur expérience chez Student Pop. Et en fait, c'était jusqu'à comprendre ce que c'était que les vidéos UGC. Moi, je connaissais pas du tout. Moi je suis un grand fan de TikTok depuis très longtemps. J'ai commencé très tôt. Je suis pas très réseaux sociaux, mais alors sur TikTok j'arrive à passer beaucoup de temps. Je kiffe à fond. Donc il y avait beaucoup d'atomes crochus entre nos deux entreprises. Déjà incroyable, tu avais été student. C'est vrai. Vous travaillez avec des étudiants, vous leur donnez un job étudiant. Donc en fait, vous faites un peu la même chose que nous, mais avec des créateurs de contenu. De mettre du professionnalisme dans des vidéos. Nous, on a essayé de faire des vidéos en interne. Voilà, il y a des choses qu'on a plutôt bien réussi, mais pas de la même manière que vous. Savoir écrire un script, savoir faire une accroche. Moi, sur TikTok, c'est la première seconde qui fait bam, t'as envie d'être dessus, nanana. Voilà, et tu as tout ce que vous apportez comme professionnalisme là-dessus, et
ça marche extrêmement bien. Et il y a un côté assez merveilleux dans TikTok, c'est que quand ça prend, ça peut s'envoler. Et voilà, de se dire qu'on arrive à dépasser le million de vues avec une vidéo d'une actrice devant son téléphone qui parle de Student Pop, c'est incroyable. Et donc aujourd'hui, comme canal d'acquisition principal payant, c'est les vidéos UGC avec vous. Ouais, okay. Sur TikTok. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, on a commencé les vidéos ensemble, je crois, en juin 2023. Donc nous, on venait tout juste de monter l'agence qu'on a montée Cosmi en juin 2023. Vous nous avez fait confiance directement, parce que Martin aussi connaissait quelqu'un en interne, etc. Et on a commencé à faire plusieurs vidéos. La première a tout de suite super bien pris, je crois que la deuxième avait un peu moins bien pris, la troisième a bien pris, donc on a en fait testé un petit peu plein de formats avec vous pour au final trouver un petit peu la recette secrète qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui on sait avec Tamara en interne chez toi qui s'occupe de la partie UGC et plus globalement de la partie marketing chez Student Pop, on a trouvé un petit peu cette recette secrète qu'on développe un petit peu dans toutes les ads qu'on fait aujourd'hui avec vous. Donc celles-ci vous les mettez sur TikTok, sur Instagram, vous faites aussi d'autres publicités. Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu as constaté chez l'utilisateur quand il voit une pub UGC vs une pub un peu plus traditionnelle faite en interne, quoi? Le truc de base, c'est qu'on a des coûts d'acquisition qui ont été divisés par 2. Donc nous, c'est ce qu'on suit. Et aujourd'hui, on a pas mal travaillé avec des agences pour optimiser tout type de format sur Instagram, sur TikTok. On n'arrivait pas, je pense, à toucher les étudiants de la même manière. On n'arrivait pas à peut-être capter leur attention de la même manière. On faisait des choses qui étaient très brandées Student Pop. Les messages étaient peut-être plus des messages de communicants. Je pense que le fait que ce soit incarné, le fait de bien comprendre les codes et d'avoir une agence qui est pro là-dessus et qui... moi, je regarde beaucoup TikTok et c'est vrai que ça n'arrête pas d'évoluer. Et je pense que sur ces sujets, il faut être à la pointe. C'est-à-dire que tu parais vite ringard, tu dépasses... Voilà, il faut prendre les trucs dans le moment. Et c'est vrai que c'est un peu comme la mode pour ce qui est d'un canapé. Tu sais pas pourquoi, à un moment donné, tu vas aimer telle ou telle couleur parce que c'est dans l'air du temps. Et ben, de la même manière, sur les réseaux sociaux, il faut comprendre un peu l'air du temps. Et même si moi je suis assez attentif et mes équipes marketing sont assez attentives, de passer par des spécialistes qui comprennent vraiment ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Et du coup, on voit en fait d'avoir de la pub dans lequel il y a une incarnation de tes propres besoins, ça marche extrêmement bien. Je pense que tu as mis le mot juste, incarner. C'est ce qu'on recherche avec l'UGC. Au final, c'est pouvoir incarner un besoin consommateur, etc. Et ils le font bien parce que toi, tu as une cible de personnes assez jeunes. Dans l'UGC aussi, on a beaucoup de jeunes créateurs, etc. qui rencontrent les mêmes problématiques parce que la plupart ont commencé l'UGC parce qu'ils avaient besoin de gagner de l'argent, parce qu'ils avaient besoin de nouvelles compétences. Donc au final, c'est pour ça qu'on a à peu près les mêmes besoins utilisateurs, on va dire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que certains créateurs utilisent aussi réellement Student Pop. Donc ils ont vraiment les mots qui valorisent Student Pop et qui représentent au final Student Pop, et c'est ce que recherche le consommateur. Donc en fait, c'est une pub qui n'a pas l'air d'en être une parce qu'il ne dérange pas l'utilisateur quand il est sur TikTok. Tu vois, toi, quand tu scrolles TikTok, t'es pas dérangé par les publicités parce qu'elles s'ancrent parfaitement dans le parcours utilisateur, parce que ça reprend les codes, etc. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'UGC. C'est un contenu incarné, mais un contenu qui respecte les codes des réseaux sociaux, donc qui va permettre tout simplement de ne pas déranger l'utilisateur dans les réseaux. Ce que j'aime bien aussi, c'est assez clair sur TikTok parce que tu vois la marque sur la droite, donc tu sais tout de suite, tu vois, t'as pas besoin qu'on te dise cette vidéo est une vidéo UGC ou que si c'est un influenceur sponsorisé, tout ça. Quand je scroll, je vois tout de suite que tiens, c'est Red Bull, tiens, c'est Student Pop, tiens, je sais pas quoi, donc j'identifie tout de suite. Mais je me dis, tiens, c'est assez sympa, ça me parle. Donc en effet, moi, j'ai pas un côté allergique quand je vois ce genre de pub, et je pense que c'est ce qu'ont les utilisateurs.
Après, en effet, et là c'est un autre challenge, on allait parler des clients, on s'adresse à un public pour les étudiants qui est un public qui est sur TikTok. Ouais. Les créateurs de contenu sont des jeunes qui utilisent, donc c'est vrai que là on est dans un univers, ça correspond parfaitement et c'est très très pertinent. Maintenant, un autre challenge, c'est de se dire comment on touche les clients. Les clients dans un cadre professionnel, nous on est en B2B. Ouais. Et donc là-dessus, nous ce qu'on fait beaucoup, c'est du gross marketing avec des séquences d'emailing. Donc ça a demandé un gros travail de segmentation de notre offre, de bien comprendre qui sont nos utilisateurs clients et ils sont très divers puisque je te disais, on fait de la vente en boutique, on fait de la restauration, on fait de l'événementiel. Donc connaître les besoins de chacun. Les besoins et est-ce que c'est le DRH, est-ce que c'est le responsable opérationnel, comprendre les prescripteurs, tout ça. Donc c'est compliqué, mais on a plutôt bien saisi ça. Et ensuite, on fait des campagnes. Et ces campagnes, il faut qu'elles soient intelligentes. Et je pense que c'est assez similaire pour ce qui est du B2B comme du B2C. Moi, il y a 2 règles que j'essaye de m'appliquer. La première, c'est que tu ne peux pas tout faire. Ouais. Il vaut mieux faire quelque chose que tu fais bien pour vraiment dénoter, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont super bons en content, il y a des gens qui sont super bons à SEO, il y a des gens qui sont super bons à SEM, il y a des gens qui sont super bons en gross marketing et tout ça. D'être bon sur tout, c'est compliqué et il faut avoir un peu, c'est quoi ce que tu as dans l'ADN de ta boîte. Tu vois. Et donc j'essaye de me focaliser, de me dire vas-y on va essayer d'être excellent et donc je pense qu'on est plutôt bon avec ce qu'on fait avec toi sur l'UGC, je pense qu'on est plutôt bon sur ce qu'on fait en gross marketing et ça marche bien. Après ça n'empêche pas d'être présent sur plein d'autres choses, on fait des salons professionnels, on est présent. Mais vous avez un levier principal. Voilà, et on a un levier principal. Aussi. Après, c'est aussi intéressant de se dire, tu vois, par exemple, sur le B2B, il y a plein de leviers. Il y a le personal branding, il y a le content, il y a beaucoup de choses à exploiter. Donc, on a essayé aussi de faire un peu des vidéos UGC sur le B2B. Ouais. C'est plus difficile. Les coûts d'acquisition sont quand même un peu plus élevés. On en a une qui avait bien fonctionné quand même, qui était hyper intéressante. Et après, les autres un petit peu moins. Non, mais je pense qu'au final, j'allais dire, il y a 2 règles. Il y a une des règles, c'est d'être bon donc sur un de ces domaines. Et la deuxième règle, je pense que c'est d'être précurseur. Ouais. C'est-à-dire que si tu es le premier à faire des vidéos UGC ou si tu es le premier à les faire dans tel format, si tu es vraiment t'as un petit coup d'avance, là, tu vas récolter tous les fruits. Quand tu passes deuxième, ou 10e ou 100e, là c'est très très lourd. Par exemple, sur le gross marketing en acquisition B2B, quand on a lancé, quand on était les premiers à envoyer des séquences d'emailing, ça marchait bien. Aujourd'hui, moi je reçois des centaines d'emails de démarchage, je reçois des coups de fil en permanence, je décroche jamais mon téléphone. Moi je mets tout en spam, aucun scrupule, je mets tout en spam, n'essayez pas de m'envoyer des mails, ça spam. Donc en fait il faut avoir un coup d'avance. Et donc je vais pas te raconter toutes nos techniques au service marketing, mais voilà, je pense qu'il faut avoir un coup d'avance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu vois, je trouvais ça vachement cool qu'on fasse ce podcast, mais d'une certaine manière, j'ai pas trop envie de souffler ça à tout le monde parce qu'il faut avoir un coup d'avance. J'imagine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la récurrence parce que, par exemple, si tu fais une seule séquence de mail ou une seule vidéo, ça va peut-être pas porter ses fruits parce que évidemment, faut A/B tester, il faut voir comment ça fonctionne. Il y a plein de marques, tu vois, et je trouve ça dommage dans leur marketing, elles testent un levier, elles se disent bon, ok, ça fonctionne pas parce que d'autres marques le font mieux ou parce que j'ai pas assez de budget pour investir, etc. Mais tu vois, elles se donnent pas aussi les moyens de réussir sur du long terme. On sait que dans l'entrepreneuriat ou dans le marketing, il faut quand même que ce soit des actions sur du long terme. Moi, par exemple, quand j'ai commencé sur LinkedIn, mes posts au début j'avais 10 likes et 50% c'était mes potes. Donc si j'avais arrêté à ce moment-là, tu vois, j'aurais pas réussi à fonder une communauté. Aujourd'hui, ça fait 2-3 ans que je publie, mais ça a été des posts pendant, 2-3 fois par semaine où il y avait personne qui les regardait. Et si j'avais arrêté aujourd'hui, ça m'aurait pas permis de monter ma boîte. C'est pour ça que, encore une fois, il faut avoir un axe. Et il faut devenir le meilleur dans cet axe. Et c'est sûr qu'on essaye tous d'être plus malins les uns que les autres. Mais seul le taf paye, quoi. Exactement, seul le taf la régularité. Donc, si tu prends un axe et tu le bosses et tu le testes et tu deviens le meilleur, et c'est là où tu vas réussir à percer et ça demande beaucoup d'insistance et en même temps tu es toujours partagé entre quand je trouve dans l'entrepreneuriat, entre est-ce qu'il faut que j'insiste parce que c'est en insistant que je vais percer ou est-ce que je suis dans l'erreur. Je pense qu'il y a quand même une petite ligne où à un moment donné il faut se dire
Donc, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on s'apprend un peu et que tu as tout de suite des signes d'encouragement, mais de temps en temps, tu insistes sans avoir de signes d'encouragement. Tu vois, aujourd'hui, on essaye de travailler sur le SEO. Le SEO, ça nécessite beaucoup d'investissement avant que ça apporte ses fruits. Mais alors, le SEO, c'est quelque chose d'hyper périn et honnêtement, je pense que toutes les boîtes devraient investir dans le SEO parce que nous, le SEO, par exemple, on a fait quelques articles. C'est ce qui nous ramène des leads, on fait pas de marketing, on fait pas de communication, c'est ce qui nous ramène des leads aujourd'hui. Bravo, vous êtes fort. Et on n'a pas fait grand chose, on a juste pris un outil que j'ai donné d'ailleurs à Tam, mais on n'a pas fait grand chose pour être honnête. Et oui, mais justement, je pense que cette capacité aussi à capter des nouveaux services, des nouveaux outils, c'est clé. Et c'est vrai qu'on essaie de transmettre vachement ça à nos équipes chez Student Pop, c'est... faut être toujours aware de ce qui se passe et en effet aujourd'hui on est aussi très outillé sur tous ces sujets. Je t'entendais souvent parler de Pipedrive. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent te simplifier la vie et qui peuvent te permettre d'être taqué parce que quand tu dis comprendre les comportements de tes utilisateurs, ça nécessite beaucoup de travail pour suivre quand est-ce qu'ils se reconnectent, quand est-ce qu'ils nanana. Et donc tout ça, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très performants et donc savoir capter ces outils, les tester, en faire un atout pour ta stratégie marketing, c'est clé. Ouais, je suis complètement d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'IA remplace l'humain. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, ça le complète et ça vient automatiser des tâches qui sont parfois rébarbatives où tu vas focus des équipes alors que elles ont mieux à faire ailleurs, par exemple au niveau de la créa ou au niveau de, des chefs de projet ou des entretiens, etc. Donc évidemment, on peut s'allier d'outils sur le SEO, sur le commercial, vous sur l'expérience client, mais en aucun cas ça va remplacer l'humain. Ça va juste venir lui apporter plus d'expertise et de support. Ouais. Et comme tu le disais précédemment, moi je le vois sur tous les boulots, le travail c'est ce qui paye, c'est-à-dire que tu peux être bien outillé, tu peux mais si tu peux avoir du talent et être très créé, avoir plein d'idées. Mais au final, la rigueur, le suivi, l'amélioration continue, je le vois sur des métiers par exemple comme les sales, c'est sûr que c'est d'avoir du talent, de pouvoir convaincre des gens, de pouvoir les emporter dans ton histoire et tout ça va faire que tu vas être un bon sales. Mais ce qui va faire que tu scores et que tu atteins tes objectifs, c'est une rigueur dans la relance, dans le compte-rendu, dans rebondir, dans le suivi, et ça c'est essentiel. Donc bien sûr qu'il faut utiliser les bons outils, mais si tu les suis pas, c'est de penser que tu vas te mettre sur un fauteuil à tourner les pouces avec l'intelligence artificielle et tes outils vont tout te faire. Non, ça c'est faux. En tout cas, aujourd'hui, on est loin de ça. Et du coup, en termes d'investissement budgétaire, donc encore une fois, tu as deux cibles, tu vas avoir la cible marque et la cible student. Comment vous répartissez justement ces dépenses budgétaires? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que vous avez besoin de plus de marque que de student? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a un budget market qui est autour de 100 000 euros par an. Mais quand je vois ce qu'on dépense en paid, on est plutôt sur 2500 étudiants, clients par mois. Donc ça fait 5000 parce que en fait, si on a un budget qui est plus large, c'est qu'en effet, on utilise un certain nombre d'outils. Et ces outils, en fait, ils sont chers. Donc si je mets dans tous les outils, c'est nous qui, on vient d'en parler, c'est nous qui allons les exploiter, que ce soit des outils d'emailing, pour du CRM ou des outils de chasse, que ce soit notre Pipedrive, tous ces outils coûtent cher et ce sont des investissements qui aujourd'hui on met en place justement, on parlait de l'intelligence artificielle pour faire des comptes rendus de réunion et être capable de remplir notre CRM avec notre compte rendu de réunion et tout ça. Donc aujourd'hui on a un budget ads qui est de 5000 balles par mois et on a tout un budget outils qui est à peu près l'équivalent. Ok, je pensais que tu allais mettre plus, tu vois, en B2B parce qu'on sait que les coûts d'acquisition en B2B sont quand même plus élevés, mais après ça doit se compenser du fait que vous avez besoin de plus d'étudiants aussi, j'imagine. Donc c'est pour ça non, alors vraiment, nous l'enjeu, on nous pose souvent la question, est-ce que l'enjeu c'est de trouver des étudiants, de trouver des clients? Grâce à notre notoriété au bouche à oreille de la partie étudiante, notre enjeu principal c'est de trouver des clients. D'accord. Et trouver des clients, on n'a pas justement trouvé complètement la secret sauce sur le paid media. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup des outils qui vont aider nos commerciaux à vendre et à se créer des rendez-vous. Et donc on est sur l'utilisation d'outils plutôt que sur du paid media. Donc c'est pour ça que je te disais, en fait, si tu regardes l'ensemble de l'enveloppe
on va être plutôt sur 7500 avec tous les outils qu'on a derrière qui aident nos commerciaux, ou peut-être on a quelques outils quand même pour les étudiants, et 2500 sur l'acquisition étudiante. Après, sur l'acquisition étudiante, voilà, ce qu'on fait avec vous, ça nous permet d'avoir un reach colossal. Et aussi, une chose dont on n'a pas parlé, et je pense qu'il est important quand on voit le coût d'acquisition des vidéos UGC, c'est que nous, on s'est rendu compte que, en fait, il y a les coûts d'acquisition directs, ceux qu'on arrive à traquer, et ceux qui sont indirects. Et ceux qui sont indirects, on a réussi à les évaluer. En fait, on fait x2. Trop bien. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a des périodes où on ne fait pas de pub. Ils sont rares, mais parce qu'il s'avère que, au-delà de l'impact direct des téléchargements UGC, c'est-à-dire que quand on fait des vidéos UGC et que ça nous rapporte 3000 téléchargements ce mois-ci, on se rend compte qu'en fait, en effet indirect, on va avoir 3000 autres téléchargements. C'est ouf. Donc en fait, quand on te disait qu'on divisait nos coûts d'acquisition par 2 avec les vidéos UGC, on pourrait se dire qu'on les divise par 4. Quoi. Ok. Et vous, aujourd'hui, ça représente quoi à peu près en coût d'acquisition, en chiffres, une vidéo UGC pour avoir des students? Aujourd'hui, on a un téléchargement qui va être autour de 0,60 centimes. Ok. Donc c'est vachement bien, et quand on le voit comme ça, on pourrait se dire c'est génial, sauf que nous, en fait, on va avoir énormément de déperditions entre le téléchargement et la première mission. Évidemment. Et c'est à partir du moment où un étudiant fait une première mission que pour Student Pop, il va y avoir du business. Et si on a à peu près 2% des étudiants qui téléchargent l'application qui font une première mission. Okay. Donc le 60 centimes il va se transformer en 30 €. Ok. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'à partir du moment où un étudiant fait une mission, c'est à peu près 5-6 heures de mission. Et sur 5-6 heures de mission, la marge qu'on va se faire, c'est à peu près ces 30 €. Donc on est plutôt rentable sur nos investissements marketing pour ce qui est des étudiants dès la première mission. Okay. Après, encore une fois, comme je le racontais, notre enjeu, il est aussi d'aller chercher des clients. D'aller chercher des clients, ça coûte cher, ça nécessite Évidemment. des outils, une force commerciale et tout ça. Oui, mais ça se compense. Ça se compense, et donc il y a bien sûr plein d'autres charges à payer chez Student Pop et plein d'autres équipes. Mais si je vois directement le coût d'acquisition d'un étudiant et sa première mission, c'est plutôt rentable. Ok. Et tu disais à peu près 60 centimes en moyenne, c'est le coût d'acquisition. Sur certaines créas, on est même descendu beaucoup plus bas, on était à 25-30 centimes. Et en fait, c'est aussi des périodes. Quand on met la publicité, généralement, les 2-3 premières semaines, elle fonctionne super bien. Après, une fois qu'elle est passée sur à peu près toute la cible, ça remonte. Et en fait, c'est là où on doit changer la pub, où Tamara change la pub et en met une autre. Et je trouve, ce qui est bien chez Student Pop, c'est que vous avez directement compris que c'était encore une fois dans la régularité et dans la longueur que la stratégie se faisait. Parce qu'il y a des marques qui vont laisser la pub pendant 6 mois. Et elles vont dire, ah bah oui, bah là, mon coût d'acquisition, maintenant, il est à 1,5 alors qu'au début, il était à 40 centimes. Bah, c'est normal. Une fois que ta cible a vu 40 fois la publicité, évidemment, le taux remonte. Et c'est pour ça qu'il faut changer la créa, et au final il y a toute une stratégie de créa à faire, et il faut des contenus assez récurrents tous les mois au final. En effet, on a appris à rien lâcher et à constamment tourner de nouvelles vidéos et alimenter les réseaux avec de nouvelles vidéos, et je pense que c'est essentiel, et on comprend. Moi, si TikTok me met tout le temps la même pub de telle marque, ça va me gaver, et je vais arrêter de regarder TikTok. En revanche, on teste. C'est-à-dire qu'une vidéo qui a cartonné il y a 6 mois, si on la remet maintenant, est-ce qu'elle repart? Bah ouais, elle peut repartir et tout ça. Donc, mais en effet, c'est important d'avoir beaucoup de formats vidéo et de pouvoir en discuter avec des experts qui nous donnent des conseils. En général, vous avez, je crois, au niveau des students, 2-3 vidéos tous les mois. Tout à fait. Ce qui vous fait un bon stock, vous les utilisez plusieurs mois, puis après, comme tu disais, certaines sont mises en pause, puis après, elles sont remises, etc. Et est-ce que tu penses que un jour, vous allez arriver au terme des contenus que vous allez exploiter, et du coup, vous aurez assez de contenu, ou tu penses vraiment que tous les mois, il faut quand même renouveler son contenu? Je pense qu'il faut renouveler son contenu, parce que c'est, je disais, les trends, elles évoluent chaque mois sur TikTok. Là, le nouveau truc d'avoir la vidéo coupée en deux, et il se passe des trucs en bas qui n'ont parfois rien à voir, qui font délirer. T'as un chat qui se fait caresser, les vidéos un peu satisfaisantes en dessous, quoi. Voilà, des vidéos un peu... je trouve ça cool, je trouve ça fun, je trouve ça rigolo, ça dénote. Bah voilà, ce truc-là, si ça se trouve, dans 6 mois, ce sera complètement has-been. Donc, de la même manière, la manière dont apparaissent les sous-titres
avec les couleurs vertes, les trucs et tout ça, on le voit un peu partout, c'est dans l'air du temps, on s'habitue, c'est sympa, alors il faut savoir innover et en même temps rentrer dans l'air du temps. Donc, et nous, on a des moments de boîte qui sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie d'être créatif pour attirer les étudiants et pour leur dire, vraiment, on a besoin d'étudiants pour les JO, venez nous voir, on a du taf. Et dans 6 mois, on s'en fiche, quoi. Et dans 6 mois, bah, malheureusement, je crois qu'il faudra attendre 100 ans pour avoir des prochains JO à Paris, donc ça risque de pas nous servir avant 100 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur la diversité des profils, parce que tu vas pouvoir tester plein de profils, déjà des hommes, des femmes, des personnes plus dynamiques, moins dynamiques, etc. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu trouves ta secret sauce, c'est en A/B testant, que ce soit les formats, mais aussi les profils, parce que des fois, il y a des personnes qui reviennent plus que d'autres à la caméra. Et ça, c'est assez marrant, et je trouve ça cool. Ça casse un peu les codes. On avait l'image un peu au début de TikTok de jeunes filles charmantes et que c'est ça qui attire. Alors que nous, c'est les mecs qui marchent le plus sur Rest. Et que je vois les vidéos qui cartonnent. C'est tout type de profil. C'est peut-être l'authenticité, c'est peut-être le punch. J'ai pas exactement compris ce qui marchait et je pense que c'est un tout. Mais je trouve que c'est excellent de voir en effet qu'il y a tout type de profil et que c'est le talent peut-être du script, peut-être du matching entre la marque et tout ça, peut-être de l'authenticité. Il y a quelque chose, mais en tout cas, il faut tester et on se laisse surprendre. Et c'est un peu ça aussi qui est magique avec TikTok et Insta et tout ça, et les Reels, c'est que voilà, quand ça prend et que ça peut te surprendre à chaque fois. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais le ROS de vos campagnes publicitaires sur TikTok ? C'est ce que je t'évoquais tout à l'heure. Nous, on l'identifie à l'étudiant qui fait une première mission. Ouais. Donc c'est pour ça que je te disais, si on se dit que on fait 2500 € de pub ce mois-ci, on sait à peu près combien on va avoir de téléchargements avec ce coût au téléchargement, et ensuite nous on se dit bon bah voilà, ça va nous faire tant d'étudiants actifs au final parce qu'on va en perdre énormément. Évidemment. Et donc on est dans quelque chose où on a un peu ce standard de se dire que on peut pas acquérir un étudiant actif à plus de 30-40 €. Oui, vous avez votre ligne rouge, vous, en interne. Nous, c'est aussi ce qu'on va donner aux étudiants pour qu'ils nous aident, c'est-à-dire qu'on le compare aux autres leviers. Le levier de faire la course croisière EDEC et de se dire on a eu combien d'étudiants après la course croisière EDEC. On va avoir le levier de se dire combien on est prêt à payer un étudiant pour qu'il nous trouve un autre étudiant qui fait une première mission. Et donc toujours notre étendard, c'est un étudiant qui fait une première mission. Et donc on le diminue à certains moments, mais par contre, tu vois, sur TikTok, on se rend compte qu'on a des étudiants qui sont de moins bonne qualité, entre guillemets, qu'un étudiant qui est recommandé par un autre étudiant. Parce que toi, tu l'as vécu quand tu es arrivé chez Student Pop, quelqu'un que tu avais recommandé Student Pop, donc tu es arrivé et tu t'as téléchargé l'app pour vraiment faire une première mission. Alors que là, on va avoir plein d'étudiants qui vont télécharger l'app, et en fait, ils n'ont pas forcément envie de bosser. Oui. En fait, ils trouvent un stage entre-temps. En fait, ils se disent, mais c'est quoi ce truc-là que j'ai découvert sur TikTok? Donc, le degré confiance, il n'est pas forcément là. Donc, nos taux de conversion au fur et à mesure du funnel, ils vont peut-être être un peu moins bons. Au final, on est très content, c'est pour ça qu'on mise dessus, c'est qu'on s'y retrouve. Mais voilà, on évalue la portée de cette campagne vraiment au bout du funnel, qui est d'avoir des étudiants qui font des premières missions, qui ont été sélectionnés en entretien individuel, qui ont fait tout leur onboarding et ainsi de suite. Hyper intéressant. Je pensais pas que vous alliez aussi loin, tu vois, dans la qualification des nouveaux étudiants. Je pensais que vous contentiez par exemple du nombre de téléchargements ou du taux de personnes qui utilisaient l'application, mais je savais pas que vous alliez jusqu'à justement la première bout, parce qu'encore une fois, c'est hyper intéressant. Le funnel va être vraiment différent en fonction du levier d'acquisition. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des étudiants qui nous aiment et veulent faire des missions avec nous. Et est-ce que tu as le souvenir d'une des pubs qu'on a faites ensemble sur l'UGC qui a bien performé, et si tu arrives à nous dire peut-être pourquoi elle a bien performé? J'ai celle qui a dépassé le million. J'ai aussi une plus récente là sur les JO que j'adore. Celle où il court? Ouais. Ah, elle est pas mal, elle n'est pas encore sortie celle-là. Ouais. Donc je vais parler des deux. La première... je pense que bonne accroche. Ce que j'ai aimé, c'est que ça parlait de secrets des étudiants pour gagner de l'argent en parallèle de ses études. Bon, vraiment, c'est ce qu'on fait. C'est des accroches qui sont assez standards. Alors le problème, c'est qu'on se fait pourrir sur TikTok par tous les gens qui te vendent des formations dans tous les sens pour gagner de l'argent.
Alors que je pense que ce que tu proposes avec des vidéos UGC, c'est vraiment de l'argent concret que on paye vraiment les personnes à la fin de la vidéo, c'est promis. Voilà, tu fais une vidéo et tu gagnes de l'argent, et c'est pareil avec Student Pop. Et on n'est pas en train de se balader avec des Lamborghini, tout ça, bref. Donc, moi, les gars, juste en bas. Il y a le fait de parler d'un besoin concret, le fait de susciter l'intérêt, et je pense que cette actrice, elle savait incarner de l'authenticité. Donc ça, je pense que c'était très cool, et en tout cas, ça a extrêmement bien marché, c'était fulgurant. Et là, ce qu'on a fait, moi j'aime bien aussi ce truc-là pour les JO, c'est le côté un peu plus rigolo. Ouais, un peu plus humoristique, ouais. Et aussi l'accroche où tu sais pas ce qui va se passer. Voilà. Le côté, tu te prends une baffe dans la gueule, il se passe quelque chose et t'es embarqué, t'as envie de savoir la suite. Et ça, on a bien réussi. C'est beaucoup moins posé tout ça que l'autre qui a cartonné. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. T'as envie de suite, t'as envie de savoir ce qui va se passer. C'est rigolo. Donc, manier l'humour, l'authenticité, la bonne accroche, c'est un peu le talent des vidéos qui ont bien marché, je pense. Ce qui était intéressant aussi dans la première vidéo, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait A/B testé les 2 hooks. Donc du coup, on avait proposé 2 introductions à la vidéo, et on a vu qu'il y en avait une qui avait super bien performé. Il me semble que justement c'est le secret pour gagner de l'argent en étant étudiant. Et on avait une autre qui avait un peu moins performé. Et en fait, le fait d'A/B tester, tout simplement, ça te permet d'être à peu près certain que ta créa va bien performer, parce que t'as plus de chance au final qu'elle accroche l'utilisateur. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'UGC, c'est pouvoir A/B tester. C'est ce qui est aussi génial, je trouve, et c'est ce que j'adore dans le marketing digital, c'est on a du feedback en live. Complètement. T'as de la data. Il y a de la data, on peut tester, on peut se laisser surprendre, on peut comprendre avec les utilisateurs, et pourtant ça nécessite du temps long, mais du feedback rapide. Donc voilà, c'est assez intéressant sur ces 2 niveaux. Trop bien. Et pour quelle raison tu as décidé, toi, de passer par l'agence Cosmi pour t'accompagner sur la partie UGC ? J'ai trouvé que c'était hyper bien pensé. C'est-à-dire que nous, on est démarchés, je pense maintenant, comme beaucoup de marques, par des créateurs de contenu qui nous démarchent en direct. Mais je trouve qu'il y a plusieurs choses. C'est un talent que de savoir tourner des vidéos, mais c'est un autre talent que de savoir faire un script, de savoir faire des montages, de savoir accompagner une image de marque sur le plus long cours. Donc d'avoir toute cette valeur ajoutée avec vous, ça me paraît évident que c'est beaucoup plus efficace que de nous gérer en direct. Donc déjà, je pense que c'est grâce à vous qu'on a compris la portée de ces vidéos UGC. Donc déjà, vous nous avez éduqués sur le fait de tester. On le faisait en interne, mais je pense d'avoir mis même un mot dessus, tu vois. Je connaissais même pas le concept en tant que tel, on le faisait sans le faire, mais et de l'avoir professionnalisé. Avec des personnes qui nous comprenaient, c'est-à-dire que pour nous c'était une évidence de travailler avec vous, parce qu'encore une fois il y avait un sacré lien quand même. Il y avait un sacré lien, tu connaissais Student Pop de l'intérieur, t'as démarré très jeune en étant étudiante, vraiment en termes de cible et tout ça. Après moi je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin, et vous le faites déjà sur plein d'autres cibles, et on le voit avec des vieux cons comme moi qui sont aussi sur TikTok. Si tu peux toucher des entrepreneurs sur tout type de service sur TikTok, donc je pense qu'il y a tout type de personnes sur TikTok, mais c'est vrai que pour la cible jeune, c'est particulièrement opportun. Et puis nous, en soi, on fait pas que TikTok, hein, on fait aussi du LinkedIn, du Insta. En fait, c'est en fonction du besoin du client et en fonction de sa cible, évidemment. Exactement. Mais voilà, pour nous, d'apporter de l'expertise à ce niveau-là avait beaucoup de valeur. Et je pense que on pourrait pas reconstituer, que ce soit en termes de book, de la diversité des personnes qui peuvent faire des vidéos chez vous, l'accompagnement, l'efficacité. Voilà, on est ravis. Et initialement, quelles étaient les attentes lorsque vous avez fait appel à Cosmi justement pour le contenu publicitaire ? Alors, j'étais pas là dans les premiers temps, donc je vais pas te raconter des bêtises. Ce que je sais, c'est que il y a une confiance qui s'est très vite créée, et des résultats qui étaient tout de suite au rendez-vous. Donc à partir de ce moment-là, quel que soit l'historique, quand on teste et qu'on voit qu'on arrive à diviser nos coûts d'acquisition et que ça marche,
on se pose pas 100 000 questions et on fonce. Donc vous, vos besoins initiaux, c'était créer du contenu pour justement diminuer vos coûts d'acquisition sur la partie student principalement. Ouais, et c'était se dire, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a une grosse partie en organique, mais quand il s'agit de trouver des étudiants, on a envie de le faire de manière efficace. Ouais. Et on avait besoin de juger, encore une fois, la qualité de ces candidatures. C'est-à-dire que si on fait des pubs mais que les gens ne nous comprennent pas, et qu'en fait la plupart des gens qui arrivent chez nous, c'est des personnes qui ne correspondent pas du tout à notre cible, on fait de la déperdition, quoi. Évidemment. Là, on arrivait à toucher la bonne cible parce que le message il est très très clair. Et donc c'est imprimer une image de marque parce que ça va au-delà. C'est là où je disais qu'il y a un effet indirect, c'est qu'il y a de l'acquisition en direct, mais il y a aussi d'être présent sur ces réseaux. Pour nous, c'est clé en tant que marque qui a envie d'exister auprès des étudiants. Il y a de le faire de manière innovante, originale, dans l'air du temps. C'est des choses qui sont beaucoup moins tangibles, mais qui sont essentielles pour une marque qui a envie de se positionner auprès des étudiants que de savoir délirer, se faire plaisir, être efficace, être innovant sur ces réseaux. Donc tu dirais qu'au fil des mois, on a continué à collaborer ensemble, d'une part parce qu'il y avait la confiance, il y avait les résultats aussi, vous avez réussi votre objectif de diviser par 2 vos coûts d'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont fait que vous avez continué à collaborer avec nous? Oui, et il y avait ce match en termes d'ADN, et quelles que soient après les entreprises avec qui vous travaillez, on se disait, nous, ça nous ressemble que de faire ça. Et parce que, encore une fois, on donne du taf à travers vous à des étudiants. Qu'on révèle des talents étudiants, la boucle est bouclée au final. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien et qui sont cohérents. C'est important pour vous ça de travailler avec des marques, avec des partenaires qui justement ont la même vision que vous et un peu ce même objectif? Ouais, c'est essentiel aussi dans l'élan que ça va créer chez nous. C'est-à-dire que j'ai du plaisir à discuter avec toi, j'ai du plaisir à penser les choses avec toi. Je pense que de travailler avec des marques, et on le voit et on le disait à l'inverse, tu parlais des clients qui travaillent avec nous, elles ont besoin de se retrouver dans le fait que on valorise des talents étudiants, dans le fait qu'on fait confiance à la jeunesse, dans le fait que on a envie de donner sa chance à chacun, dans le fait et en fait les marques qui travaillent avec nous, tu travailles avec un prestataire de service parce qu'il est efficace, parce qu'il t'apporte un service, mais aussi parce que tu te retrouves dans son ADN. C'est le cas quand tu intègres une boîte en tant que salarié. Tu as envie de te reconnaître dans les valeurs de ta boîte. C'est le cas quand tu es utilisateur en tant qu'étudiant de StudentPop, c'est le cas quand tu es utilisateur en tant que client, et c'est aussi le cas avec tous les partenaires avec qui on travaille. Bien sûr, on a envie de se retrouver. Si tu travailles avec un partenaire avec qui tu te retrouves pas du tout en termes de valeurs, peut-être si c'est le meilleur et que tu vas peut-être fermer les yeux sur certaines choses et tout ça, mais je pense que ça tient pas longtemps parce qu'encore une fois, on est des êtres sociaux, humains, on a envie de s'épanouir dans son travail, on a envie d'être fier de ce qu'on fait au quotidien, et donc moi de me dire que vous êtes une jeune boîte créée juste à la sortie des études, c'est tout ce que j'ai envie de valoriser, des jeunes qui s'en sortent, qui prennent des initiatives, qui apportent de la valeur ajoutée, qui sont créatifs, qui sentent les tendances du moment. Voilà, c'est... Trop bien. Merci déjà. Et c'est vrai que nous aussi, on partage exactement la même vision. Avec Martin, on refuse pas mal de clients avec lesquels on n'est pas forcément aligné. Et ce qui est marrant, c'est que pratiquement tous nos clients, on est utilisateurs. Et au final, on se dit que si on a été utilisateur de nos propres clients, il n'y a pas meilleure satisfaction parce qu'au final, encore une fois, la boucle est bouclée. Et on se dit, ok, c'est trop bien. Si on est nous-mêmes utilisateurs de la marque, c'est qu'on apprécie la marque, c'est qu'on rejoint les valeurs. Et c'est qu'au final, qui est mieux placé qu'un utilisateur pour parler d'une marque? Donc, c'est pour ça aussi qu'on arrive à bien comprendre les attentes, les besoins, et qu'on arrive à faire des scripts qui sont assez adéquats sur les besoins de la marque, parce qu'au final on est pratiquement client de tous nos clients. Et du coup vos créateurs de contenu ils se retrouvent dans les marques, et de la même manière c'est ce que tu expliquais en travaillant chez StudentPop. Il y a plein d'étudiants qui nous disent moi j'ai découvert plein de marques super cool en travaillant chez StudentPop. Donc nous on va vraiment refuser des clients quand ça se passe vraiment mal en termes mais je pense que au final ça se rejoint parce que les clients qui sont attirés par nous, qui nous répondent, ils adhèrent
à nos valeurs, etc. à notre ADN. Ouais. Et donc, au final, on se retrouve et on se tire vers le haut sur ces sujets-là. Ok. Bah écoute, hyper intéressante cette discussion. Est-ce que toi, tu aurais un petit message de fin, soit pour les students, pour l'UGC ou pour les marques? Est-ce que tu as quelque chose à partager dont on n'a pas encore parlé? Non, je n'ai pas vraiment de choses à rajouter, si ce n'est de dire qu'on a envie de cartonner les JO et qu'on est très content de vous accompagner là-dessus et que dire aux étudiants venez, on a plein de boulot pour les JO et de vous souhaiter une super continuation parce que vous avez créé quelque chose de chambé qui nous aide vraiment au quotidien, donc bravo. Trop bien. D'ailleurs, pour les étudiants qui nous écoutent, je mettrai le lien directement en description du podcast. Si jamais il y a des personnes qui veulent travailler pendant les JO pour des marques plutôt sympas, et je mettrai le lien et comme ça, peut-être que ça augmentera également les inscrits. Merci pour cette discussion. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Oser Marketer. C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu UGC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.